On est ici aujourd'hui avec M. Jerry McGee, qui était ancien commodore en 2006 et 2007. Merci d'être venu. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, quel âge aviez-vous quand vous vous êtes joint au club? J'avais 10 ans. 10 ans. Quand mes parents ont déménagé de Westmount à Dorval. Puis mes parents sont devenus membres au club. Puis moi et mon frère, on était jeunes dans ce temps. Puis on courait le gazon. Puis on était trop jeunes pour mener le bateau, mais on avait un bateau ici. Plus tard, on a eu un autre bateau qu'on faisait du ski aquatique, la petite île Bouchard. Puis on dépensait une cinquantaine de dollars par mois sur l'essence pour faire le ski aquatique. Puis l'essence coûtait comme 3 cents le gallon ou 25 cents 25 cents le gallon. C'est ça, OK. Ouais. OK. C'est beaucoup de ski nautique, ça. Oui. OK. Oui, on avait construit un seau de ski aquatique, puis c'était à l'ancre en face de l'île, puis c'était beaucoup de plaisir, ça. C'était un seau qu'on ajustait l'angle de le take-off, mais c'était le fun. On était jeunes, c'était plus vite que la voile. Et je pense que vous avez dit que Janet Bjorn faisait du ski nautique avec vous aussi? De temps en temps? Non, elle faisait de la voile. Elle était dans le squadron ici. Puis nous autres, des journées qu'il n'y avait presque pas de vent du tout, on dépassait l'île d'Orval, puis on montait le fleuve ici un petit peu. Puis on les voyait sur leur bateau de voile, assis avec pas de vent du tout. Puis on disait bonjour, puis on passait, puis on retournait faire le ski. Qu'est-ce que vous attirez au club dans ce temps-là, comme enfant? C'était quoi les attraits du club? Oh! Nous autres, c'était le bateau. Le bateau? Simplement. Jusqu'au moment donné que, environ 18 ans, là, j'ai eu connaissance des personnes qui avaient les International 14, ces bateaux de course, puis j'ai embarqué comme équipage. Puis j'ai fait de la voile avec les International 14 pour au moins 6 ans, 7 ans. Puis c'est comme ça que j'ai appris à faire de la voile. C'est des bateaux très vite pour la grandeur de voile. Et puis il y avait le SPI. Et puis anciennement, on était assis sur le côté du bateau avec la corde, puis on descend à mitaine. Après ça, on a une trapèze. C'est un fil qui passe du mât, puis on s'attache sur un harnais. Puis là, on met nos pieds sur le côté du bateau, puis on est à l'extérieur. Là, ça va encore plus vite. Puis c'était très, très plaisant. Est-ce que vous avez participé à beaucoup de courses? Oui. Avec les 14 pieds, on coursait tous les mercredi soir et les fins de semaine, presque tous les fins de semaine. Sauf ici ou d'autres endroits. On allait même aux États-Unis, à New York, faire de la voile, en Ontario. Et puis après ça, moi j'ai dit, à un moment donné, j'ai décidé d'acheter un voilier moi-même, mais un voilier avec un quai, un kiosque, un quai. J'avais un quai. J'étais fatigué à retrouver mon lunch qui flottait tout le temps dans le bas du bateau. Alors, j'ai commencé avec un Tanzer 22. Après ça, on a agrandi un CNC 27. Après ça, un CNC 29. Puis après des années de course, jusqu'il y a 3 ans, quand on a vendu le 29, ça, c'est une 60 ans de course en bateau de voile. Puis moi, j'avais 78, ma femme avait 75, c'était le temps de... Bien, ils ont changé les courses ici, alors à cause de tous les bateaux étaient des plus gros bateaux en largeur, faire de la course avec les SPI, ça prenait trop de gens, alors tout le monde avec les gros bateaux faisait de la course qu'on appelle white sail. Et nous autres, on coursait peut-être avec 3, 4, 5 personnes. C'était intéressant. Alors, le club s'était aligné avec
qui appelle le Good Neighbor Series avec Pointe-Claire et Beaconsfield. Alors, boum, on a commencé à courser avec ces clubs-là. Malheureusement, j'ai perdu mon équipage parce qu'il y avait quelqu'un qui coursait avec cette soirée-là avec quelqu'un de Pointe-Claire. Un autre qui faisait le vélo ces soirs-là. Puis l'autre, c'est à cause de... Il a pris une position avec Microsoft à Toronto. Alors, j'ai dit, c'est le temps. On a acheté un trawler, puis là, je tourne la clé, puis j'y marche. Puis avec le trawler, vous avez fait des voyages? Ah, le voyage avec le trawler, mon voyage, j'ai tout le temps voulu faire le canal Rideau. Avec un voilier, c'est impossible. Alors, le trawler, bang, ça fait, je pense que ça va être cette année, je pense que ça va faire la 9e année que je monte avec le trawler sur le canal Rideau. C'est vraiment une expérience que c'est fameux. C'est contrôlé par Canada, puis ils font une très bonne job à maintenir les écluses, les maisons des écluses, les terrains, tous les personnes qui travaillent pour eux, ils sont là pour nous autres parce que c'est les touristes qui les emploient. Alors, ils sont très gentils avec nous, ils nous aident complètement n'importe quoi, qui veulent nous faire... même si tu arrives à une écluse, tu fais rester le soir, mais il n'y a pas de place, ils vont appeler les autres écluses pour voir s'il y a une place pour toi. Ils sont très gentils. Est-ce que vous avez une place préférée dans le canal? J'aime beaucoup les lacs Rideau. Les lacs Rideau sont très beaux, très clairs. Sur le grand lac Rideau, il y a un endroit qui s'appelle Murphy's Point. C'est un endroit que tu peux faire du camping, mais tu peux rien rejoindre ta site de camp par bateau. Puis il y a des belles petites baies, là, tu as faire ton ancrage, c'est tellement beau. Puis n'importe quelle écluse, il y a Poonamallee, c'est très beau. Beveridge, c'est tout. C'est rare qu'il y ait une écluse qui n'est pas fameuse. Ils sont tous différents. Et puis, il y a tout le temps quelque chose de nouveau qu'on aperçoit. Smith Falls, c'est peut-être celle que... Peut-être pas aussi beau que les autres. Oui, c'est beaucoup plus occupé. Mais c'est une ville. Ouais. Mais comme une petite ville comme Westport, c'est fameux, ça. Tu peux aller... Nous autres, on réserve... C'est la seule place où tu peux réserver un endroit, c'est à Westport. Nous autres, on réserve la fin de semaine le 1er septembre. Et puis, on reste là 3 jours. On va de la ville. Il y a beaucoup de place à manger. Il y a toutes sortes de soirées avec des entertainments. Puis, c'est le fun. Oui, c'est vraiment le fun. J'ai beaucoup aimé Westport. J'ai jamais resté là, sur le quai, mais on est allé. C'est vrai. C'était super le fun. Oui. Bon, parlons de votre temps comme commodore. Vous étiez commodore 2006 et 2007. Oui. Comment vous êtes embarqué en premier lieu sur l'exécutif? Oh! Première fois, c'était avant, on va dire, quelle année? Je vais dire environ 88, 89. J'avais l'idée de quitter le club. Puis Harold Mueller, un ancien commodore aussi, il m'a dit, tu sais, la meilleure chose, c'est d'embarquer dans un comité de quelconque. Alors, j'étais sur le comité de la maison, House Committee. Puis, j'ai commencé avec ça. Après ça, c'est quelques années sur le comité de voile. Après ça, en 93, j'ai devenu le trésorier du club pour 6 ans. Après ça, je pensais que j'avais fini mes devoirs avec le club, mais non. En 2002, j'ai devenu Rear Commodore. Arrière-commodore. Puis, ça a commencé. 6 ans intéressant. Et c'était quoi les plus gros défis que vous avez eu à faire face durant votre temps? Oh,
Le taxe de la ville de Dorval, c'est revenu pour nous taxer. C'est un assez large montant. En 2004, c'était 150 000 $. C'est revenu en 2004 parce qu'il y avait une exemption. Puis le gouvernement, ils ont changé la loi. Alors, on n'avait plus d'exemption. Alors, c'était une grosse ajout à notre budget. Puis, je pense en 2006, c'était 176 000 $. Alors, c'était un bon temps à grimper. Alors, il faut réduire les dépenses puis augmenter tranquillement les revenus. Pas des gros coûts. Ça, c'est une affaire que j'ai tout le temps dit. C'est trop dur à monter les taux de 10 à 20 %. C'est bien mieux de prendre 2-3 % par année. Puis là, on a commencé à tranquillement monter ça quand j'étais trésorier. Puis ça a réussi assez bien. Puis à un moment donné, il y avait beaucoup de conférences avec la ville de Dorval pour avoir de l'aide de la ville parce qu'on était tout le temps ensemble pour faire certaines, comme les cours de voile j'ai commencé en 2003, et les autres, c'était annoncé à la ville, et puis il y avait beaucoup de monde l'endroit, même si vous êtes citoyen de Dorval, il y avait un escompte pour le voile adulte. Mais les affaires plus gros comme l'aide de finance ou l'aide la ville pour voir comme nous aider avec la structure, les entretiens, ça n'a jamais vraiment venu à fruition. Alors moi, j'ai dit, OK, moi je m'en vais. J'ai été de l'autre côté ici, qui s'appelle Junior Squadron, Duggan House. J'ai mesuré le terrain, avec David Fleet, on a mesuré tous les bateaux qu'on faisait du storage l'hiver. Alors, la propriété à l'extérieur, c'était 79 % pour les bateaux qu'on prenait pour éducation de voile. Toute la bâtisse complètement, c'était pour l'éducation de voile, pour les Junior Squadron. Alors, cette année-là, je pense que c'était en 2006, on a eu l'approbation de la Municipal Commission. Ils ont dit oui, vous avez raison. Alors, nous avons exemple de taxe sur cette section-là. Je pense que c'était une affaire de 35 000 $, mais ça aide. Oui, ça aide. C'était très difficile dans le moment parce que les membres avaient aussi beaucoup baissé. De 1400, je pense, ça avait baissé jusqu'à le nombre de membres. Oh, le nombre de membres, oh mon Dieu. Anciennement, on avait 1442, je pense exactement. Les 84, je pense. Je dois vérifier, mais en tout cas, c'était. Puis en 2004, c'était 660. Alors, les membres ont descendu par plus que 50 %. Puis les taxes ont monté par de 30 à 170. Dans ma tête, je ne peux même pas calculer le pourcentage. C'est plus que le triple. Oh, c'est ça, oui. C'est 5 fois plus haut. Wow. Avec qui vous avez beaucoup travaillé dans votre temps comme commodore? Comment? Sur le comité avec ça? Vous aviez David Fleet, avec qui vous avez beaucoup travaillé. Puis, Yvan Simard. Il y avait beaucoup de. Le comité. Le personnage du comité change presque tous les 2 ans. Mais le gros numéro 1, c'était le gérant dans le temps, c'était David Fleet. Il connaissait tout sur le club, puis il était. On va dire,
90% l'homme qui avait les suggestions à quoi couper, quoi faire avec le cube, etc. Sans lui, je pense qu'on serait encore dans le trou. Mais il y avait beaucoup de personnes qui avaient controversé sur l'exécutif, comme Steve Doctrinell est encore très fort dans le système. On avait quelqu'un qui était très fort. Il poussait tellement, je voulais le tuer dans sa tête. Louis Kimpton. Lui était sur Building Grounds. C'est lui qui a mis les nouveaux trottoirs, puis le patio, puis comme ça. Puis il était pécuniaire sur être le propriétaire serait propre, puis en ordre. C'est un autre type qui était très bon pour le club. Il y avait du monde comme Peter McBride, Tom Fisher, Patrick Flaherty qui m'a suivi. Il y a toutes sortes de personnes qui sont formidables avec ça. Avant, moi, quand j'étais Rear Commodore, il y avait Frank Collins, qui était le Commodore, c'est un autre homme qui était très bon intercepteur. Il y avait les mondes avant ça, André Simard, Yvan Simard. C'était tout du monde qui était Commodore parce qu'il voulait aider le club, il voulait faire quelque chose pour le club. C'était pas une affaire pour leur glorification eux-mêmes, mais il y avait une mission de faire de quoi. Je crois qu'il y avait un grand événement sur lequel vous avez travaillé dans les 88-89. Des événements de la voile. Oh, oui. Racontez-moi un peu ça. Il y avait en 88 et 89. 88, c'était le Canadian Youth Sailing Championship et 89, c'était le World Youth Sailing Championship. Le World Youth, ça, c'était un championnat des jeunes pour tout le pays. On avait 13 pays qui étaient venus ici pour faire de la voile. C'était toute une expérience. Moi, j'étais en charge de l'organisation de relations publiques, les cérémonies d'ouverture et fermeture, puis quelque chose de nouveau qu'on avait fait. Moi, quand j'ai vu le budget, ça aurait coûté de club dans ce temps-là environ 150 à 160 000 piastres. J'ai dit, wow! Puis dans le temps, j'avais lu quelque chose, il y a à peu près un mois avant, que les IYRU, ça c'est le comité en charge de toute la voile autour du monde, il avait permis d'avoir des commanditaires pour les courses de voile. Puis je crois qu'on était les premiers à le faire. Alors, j'ai fait une comité avec du monde très expérimenté dans ce cas-là, puis on a reçu comme commanditaire Air Canada, puis une compagnie qui s'appelle Newport Blue. Et puis, tout à coup, l'IYU a dit « Non, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que ça, c'est une classe B, puis ça veut dire que tous les compétiteurs peuvent venir avec leurs commanditaires eux-mêmes. » C'est tout bad. Ça s'est fait. Alors, on a eu les deux commanditaires, puis ça a bien marché. Je pense que ça n'a pas coûté plus que 50 ou 60 000 piastres au club, parce qu'il fallait, à part de la nourriture tous les jours, sleeping arrangements, les accommoder. Les accommodations, il faut être tout payé, ça. Alors, c'est toute une affaire. Puis, une affaire très importante, c'est qu'on voit qu'est-ce que le monde du club fait pour le club. Tout le monde, il y avait quelque chose de spécial qui apportait au club. Même quelqu'un connaissait quelqu'un à CNR qui ont mis les containers pour mettre l'équipement pour les équipages d'autres pays, pour que ça serait pas jouer avec, que ça serait barré dans leur container eux-mêmes. Il y avait du monde qui faisait les bateaux pour les drapeaux. On avait tous les drapeaux de chaque pays. On avait le National Anthem. Les hymnes nationaux. Les hymnes nationaux de tous les pays. Ça est venu de Ottawa avec le RCMP, l'orchestre. Et puis, le plus gros, c'est
le laser, c'était un bateau qui était pour les courses des jeunes. Et puis, le laser à Montréal, ils ont fait faillite. Alors, il n'y avait pas de bateau. Alors, il n'y aurait pas de course. Mais celle qui était en charge de tout le projet, c'était André Julien. Lui a été en Irlande, un manufacturier qui faisait des lasers. Il a acheté 30 lasers lui-même, il a payé de sa poche, puis il les a amenés au Canada pour les courses pour continuer. Ça, c'est du monde de notre club qui font pour notre club. Ouais, ça, c'est pas mal spécial. Ouais. Est-ce que les lasers existent toujours? Est-ce qu'on oui, toujours? on a encore des lasers ici. Ouais. Vraiment, ce sont les mêmes lasers. C'est les mêmes, exactement la même chose. C'est pas, comme le International 14, c'est une classe de développement. Le laser, c'était fait Ian Bruce, designé par Bruce Kirby. C'était un 12 pieds. C'est le même bateau. Si c'était pour produire aujourd'hui, c'est la même chose. La même chose avec ça. Il y en a encore, il y a ce qu'on appelle un laser club ici, que le club a acheté plusieurs lasers pour qu'ils puissent être servis par des jeunes ou des adultes pour faire de la voile. Super. Ici, on a des sharks, mais là aussi, on a aussi des lasers. Oui, on a des lasers maintenant, je pense. Oui, c'est ça. Il y avait un item que j'étais très fier, c'était les cours les adultes de voile. Ça a commencé parce que j'avais une demoiselle qui travaillait pour moi. Elle et son copain voulaient apprendre la voile. Alors, j'ai suggéré le cours Duggan, qui était donné par le club. En vérifiant avec eux autres, après 2 semaines, ils ont dit qu'ils ne sortiraient jamais en bateau de voile à cause de leur expérience. Ils ont eu 2 soirs apparemment sur la terre à apprendre un petit peu comment faire de la voile. Après les 2 soirs, la 3e soirée, ils les ont mis dans un bateau, un GY-15, et puis il y avait un peu de vent cette soirée-là. Ils ont eu beaucoup de misère. Ils ont frappé des quais, ils ont frappé des bateaux, puis enfin, ils ont basculé dans le port. Alors, ils ont quitté le cours, puis ils ont dit « Jamais qu'on y retourne à la voile ». Moi, j'ai pensé qu'il doit avoir une autre façon d'entraîner les adultes. Alors, pendant l'hiver, j'ai développé un cours qui est sur des cuillards. J'ai eu 11 bateaux, des bénévoles du club qui donnaient leur bateau et leur temps comme instructeurs. On a enregistré 16 personnes, alors 4 personnes par bateau. Et puis, on avait 6 semaines, 2 soirs par semaine. Chaque soir, ils changeaient de bateau. Alors, comme ça, il y aurait d'expérience des petits bateaux jusqu'à des gros bateaux de 25 pieds à 40 pieds. On faisait les tours sur le fleuve tous les soirs. On faisait de la voile, sauf s'il y avait une tempête. Le cours était très populaire. On avait une liste d'attente tous les années. Et puis, après 13 ans, on avait passé 174 personnes à travers le cours et on a réussi d'avoir 60 000 $ de profit pour le club parce qu'il n'y avait pas de coût. Tout le monde, avec les voiliers, c'était des bénévoles. Malheureusement, après la 4e année, pas la 4e, la 14e année, le gouvernement a sorti des nouveaux règlements pour les cours sur des bateaux de plaisance. Pour moi, les règlements étaient formulés pour des bateaux sur la grosse mer. Il fallait tirer un bateau de sauvetage avec nous, avec le coq en acier. Il y avait toutes sortes de régulations qui étaient... C'était pas pour des bateaux dans les petits lacs comme nous autres ici. Mais dans les règlements, on a trouvé une section qui disait si c'est votre propre bateau, vous pouvez engager un instructeur sans être obligé de
d'avoir tous les règlements. Alors, avec ça, les Sharks ont devenu partie du club. Les étudiants qui étaient enregistrés dans le cours devenaient des membres du club pendant la duration du cours. Alors, en tant que membre du club, les Sharks étaient à leur bateau. Alors, c'est comme ça qu'on a souvenu les règlements. Alors, on continue encore avec les cours d'adultes, puis c'est nécessaire pour continuer notre vie sur l'eau en des bateaux de voile. Et puis, je suis très fier d'avoir commencé ce cours-là. Si vous avez regardé ça, qu'est-ce que vous feriez différemment? Y a-t-il quelque chose? Non. Donc, j'étais un peu craintif de faire tout le système de 6 ans pour l'aventure d'être Commodore. Puis j'ai dit, quand je vais être Commodore, ça, c'est une grosse responsabilité. Puis je voulais pas avoir tout le poids de le club sur mes épaules, mais en réflexion de ça, j'ai dit, c'est pas ça du tout, parce qu'en réalité, tu as 16 personnes sur le comité. Puis le comité fait des décisions. C'est pas rien qu'à toi, c'est pas sur tes épaules. C'était comme chairman of the board, tu sais. Alors, ça a bien marché. Il y a tout le temps des petits accrochages, mais en réalité, je ne changerais rien. C'était une très bonne expérience. Puis je ne le regrette pas du tout. Excellent. Bien, merci beaucoup d'être ici, d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir reçu, puis je vous souhaite merci. OK.